Alcool, café, cigarettes, sucre. Alors je sais que c'est souvent des dépendances chez vous et ça a été aussi des dépendances chez moi. Et je vais vous raconter un peu mon histoire et comment j'ai réussi à m'en sortir. La première addiction dont je vais parler, c'est l'alcool. Alors ma relation à l'alcool, elle a commencé assez tôt finalement quand j'étais jeune adulte. J'ai commencé à faire mes premières soirées, j'ai eu mes premières cuites évidemment, et puis ensuite je suis partie aussi en Erasmus où il y avait plein de soirées et où du coup j'ai commencé à boire plus souvent. Et je me suis vite rendu compte que l'alcool chez moi avait des effets désinhibants, hein, comme chez tout le monde. Et puis ça avait vraiment un facteur social, l'alcool. Je pense que c'est surtout le cas aussi en France, parce que même quand on avance avec l'âge, il y a toujours ce côté un petit verre de vin, c'est sympa, l'apéro, on prend l'apéro ensemble. Ensuite, on est à table, on boit un bon verre de vin avec un bon repas. Il y a vraiment tout ce côté, je trouve, social qui est pas évident avec l'alcool, et qu'on est dans un environnement social avec des gens qui boivent souvent. Du coup, c'est pas évident d'arriver à résister et d'arriver à dire non. Et moi, pendant des années, j'arrivais pas à m'affirmer en fait. Je sentais que l'alcool, ça me faisait pas toujours du bien, ça me faisait des palpitations, je me couchais souvent, si j'avais bu un peu d'alcool, pas bien, avec du mal à dormir, avec une sorte d'excitation qui passait pas. Le lendemain, j'étais barbouillée. Donc au fil des années, avec les années qui sont passées, j'avais de moins en moins de plaisir à boire de l'alcool. En fait, j'avais de plus en plus d'inconvénients plutôt que d'avantages. Mais à chaque fois que je me retrouvais dans un cadre social, avec des amis, avec la famille, j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à résister, j'arrivais pas à dire en fait non, je vais pas prendre d'alcool, quoi, je vais pas prendre de vin, je vais rester à l'eau. Et puis j'avais aussi cette image un peu de celle qui boit de l'eau, c'est la fille qui est pas fun, qui est pas sympa, qui est pas drôle, et qui du coup est un peu ennuyante, quoi. Donc je me forçais un peu, et au fil du temps, je me sentais pas satisfaite en fait de ça, et je sentais que j'avais besoin de changer quelque chose. Alors les premières choses que j'ai faites, c'est commencer à avoir des périodes sans alcool, et c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous démarrez et que vous sentez que vous avez besoin de changer votre relation à l'alcool et que vous buvez un peu trop souvent ou bien sans plaisir, vous pouvez simplement commencer à vous dire allez, je vais faire une semaine sans alcool, ou un week-end sans alcool si vous avez tendance à boire le week-end systématiquement. Ensuite, vous pouvez faire un mois sans alcool. Moi, c'est ce que j'ai fait, les fameux Dry January. J'ai fait même des mois entiers en juin, en septembre, où je buvais pas d'alcool, et du coup, c'était socialement plutôt accepté parce que je disais voilà, non, je bois pas parce que ce mois-ci, j'ai décidé de pas boire. Et donc, j'ai commencé à m'habituer à ce moment-là à m'affirmer pour dire non, en fait je vais pas trinquer avec vous. Et puis au fur et à mesure, à force de pratiquer ça, d'avoir ce moment où je ne buvais pas, j'ai commencé à plus le faire aussi en société. Et là, c'est mon deuxième conseil pour vous, vraiment important pour arrêter l'alcool, c'est de commencer à anticiper. Quand vous avez une soirée, quand vous avez un événement, un mariage ou autre, décidez à l'avance de ce que vous allez boire. Décidez-le pour vous, vous avec vous, par rapport aux quantités qui sont justes pour vous et qui sont OK pour vous, qui sont un équilibre entre le plaisir et en même temps limiter l'exagération et limiter les effets que l'alcool peut avoir après sur vous, que vous n'avez pas envie d'avoir. Moi, j'ai commencé par me limiter à 3 verres de vin. Et je décidais à l'avance pour Noël par exemple, je me disais bon allez 3 verres de vin, et du coup ça me permettait de gérer parce que comme je l'avais décidé à l'avance, je me sentais pas complètement euh, dépendante de ce qui allait se passer dans cette soirée-là, et surtout j'avais pris une décision, donc je buvais mes quantités avec conscience. J'étais pas juste en train de vider mon verre et de me dire bon on verra plus tard, et pour me rendre compte à la fin de la soirée j'avais bu 5 ou 6 verres et qu'en fait c'était trop. Et du coup en faisant ça, en déterminant les 3 verres à l'avance, j'ai réussi déjà à limiter mes quantités d'alcool, et je voyais bien que je me sentais mieux. Et ma technique, c'était de les boire doucement, puisque souvent, les personnes vont vous resservir quand votre verre est vide, et c'est difficile de dire non quand le verre est vide parce qu'il est vide. Donc on se dit, bon, allez, resserre-moi un verre. Alors que là, mon verre était plein, mon troisième verre, je le laissais plein, et je le buvais doucement, même parfois je le finissais pas, et du coup, j'avais toujours ce prétexte, non, j'ai pas fini mon verre, donc c'est bon, c'est pas la peine de me resservir.
Et au fur et à mesure, en faisant cette technique-là, j'ai commencé à réduire les quantités à un verre de vin par repas, y compris pour des soirées ou des choses festives. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que ce verre, que je conservais toute la soirée, du coup, pour ne pas être servi, j'avais plus tant envie de le boire que ça. Je trempais mes lèvres dedans, j'en buvais une partie, mais finalement, j'avais pas tellement envie de le finir. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais en fait, je peux faire une soirée sans alcool, sans problème. Je me suis aussi rendu compte que quand j'étais en soirée, par exemple soirée festive où on danse, je m'amusais tout autant que si j'avais bu de l'alcool parce que je dansais, voilà, je m'amusais pleinement et puis du coup je sentais plus ma fatigue aussi et le moment de rentrer et surtout le lendemain j'étais bien, j'étais pas barbouillée, ballonnée, avec cette sensation là qu'on a quand on a trop bu de d'écœurement, et puis de pas être bien, et puis de culpabilité, de se dire oh là là j'ai vraiment trop bu hier, le mal de tête, toutes ces choses là en fait qui me pesaient avec le temps. Et donc du coup maintenant c'est facile parce que j'ai juste à garder un seul verre de vin dans ma soirée qui me permet, ce verre de vin, de trinquer, qui me permet de pas être non plus dans le je bois zéro alcool, juste un verre d'eau, et parfois les personnes sont un peu frustrées parce qu'elles ont envie de trinquer avec vous, elles ont envie de célébrer. Donc avoir un verre où vous trempez juste vos lèvres, et ben c'est bien. Et c'est ce que je fais moi en soirée. Aujourd'hui, on a d'ailleurs les 25 ans de mariage d'amis. Ça va être une grosse soirée et je sais d'avance que je vais juste demander un verre qui va me faire toute la soirée en fait. Et le reste du temps en fait, quand j'aurai soif, parce que je vais avoir soif forcément à force de discuter, parler, danser, je vais aller me chercher un verre d'eau, tout simplement. Et donc, voilà, j'équilibre les choses comme ça, sans effort. Donc vous voyez qu'en fait les choses se font par étapes sur le sujet de l'alcool et je pense que c'est important de déterminer pour vous les étapes nécessaires pour aller vers moins d'alcool ou zéro alcool si c'est votre souhait. Il y a une autre étape aussi qui est très importante quand on veut arrêter l'alcool, c'est de oser s'affirmer. Je me rappelle d'une soirée où on était avec des amis quand on était à l'île Maurice et c'était des amis qui avaient tendance à boire souvent du vin. On était au resto, on était en train de se faire un très bon repas et cet ami décide de commander du vin. On lui avait bien dit que avec mon mari on n'allait pas boire mais il insistait. Et donc il a pris ce vin et il a commencé à servir tout le monde. Et moi je lui dis écoute je bois pas d'alcool, c'est pas la peine de me servir. Et lui insiste en fait. Et il me dit, monsieur, allez Elodie, un petit verre, c'est sympa, on va profiter, c'est 3 fois rien, etc. Et, et en fait, on a commencé à discuter de ça, et je lui ai dit, mais ok, très bien, toi t'as envie de boire, vas-y, bois ton vin, il n'y a pas de souci. Moi je vais boire de l'eau et il n'y a pas de problème. Il me dit, oui, mais voilà, c'est pour passer un bon moment. Et je lui dis, mais tu sais, moi, j'ai qu'une envie, c'est de passer un bon moment avec vous. Et je peux très bien passer un bon moment avec vous sans boire de vin. Et en fait, ça l'a arrêté net. Et il a compris, et il s'est dit, bon, ok, j'insiste pas, c'est ok. Et en effet, on a passé une très bonne soirée. Et j'avais pas besoin d'avoir du vin à ce moment-là. Mais ça m'a demandé de l'affirmation, ça m'a demandé de dire à un moment donné, je vais passer un bon moment avec toi sans pour autant trinquer. Je n'ai pas besoin de faire la même chose que toi à ce moment-là pour passer un bon moment avec toi. Donc je pense que ça c'est une clé super importante aussi, d'oser s'affirmer, puisque évidemment si vous avez juste un verre de vin, il y a aussi des personnes qui peuvent s'en rendre compte et qui peuvent vous inciter à boire, pas méchamment, mais juste parce que elles ont envie d'être dans un état festif à leur manière et elles ont envie aussi de vous inclure avec elles. Donc ces personnes-là ne sont pas nuisibles ou méchantes, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'elles ont envie de vous intégrer à leur façon de faire. Et en fait, ce qui est important dans ces moments-là, c'est de bien vous rappeler ce qui est important pour vous et ce que vous voulez pour vous. Donc, si je résume, il y a 4 grandes étapes pour diminuer sa consommation d'alcool. D'abord, commencez par vous faire une période sans alcool, de votre choix, un week-end, quelques jours, quelques semaines, un mois. Deuxième étape, décidez à l'avance de diminuer vos quantités. Par exemple, 3 verres pendant un repas ou bien un seul verre pendant cette soirée. Troisième étape, anticipez. Décidez à l'avance de ce que vous allez boire dans la soirée. Même s'il s'agit d'une quantité plus élevée, au moins vous la décidez et comme ça vous pouvez vous y tenir plus facilement.
Et puis quatrième étape, oser s'affirmer. Moi, j'ai pas forcément besoin de boire de l'alcool avec toi pour passer une bonne soirée. J'ai passé toute une période de ma vie à ne pas pouvoir me passer d'un verre de vin en soirée, entre amis, ou même avec mon mari pour le repas du soir. Et aujourd'hui, je ne bois plus du tout d'alcool. Ça doit faire maintenant une petite année que j'ai complètement arrêté. Et je me rends compte que ça ne me manque pas du tout. Au contraire, je trouve que j'ai plus d'énergie, que j'ai moins de dépendance et finalement l'effet de l'alcool me manque pas du tout. Je me sens mieux sans. On passe maintenant à un autre sujet important qui a été aussi une addiction chez moi pendant des années, la cigarette. Moi, j'ai commencé à fumer autour de la vingtaine. J'ai commencé à fumer des cigarettes de façon assez importante. Je me rappelle que mon petit-déj le matin, c'était café clope pendant des années. Et c'était mon rituel à moi. Je me rappelle aussi que je fumais une cigarette avant de me coucher. C'était aussi mon impression d'instant détente avec moi-même. Et ça a duré, oui, pendant au moins 5-6 ans. Je dirais à peu près de 20 ans à 25-26 ans. Et pendant cette période, j'étais une grosse fumeuse. Je fumais 2 paquets par jour. J'étais aussi, c'est là où j'ai commencé à un moment donné ma vie active. Et j'étais commerciale dans le secteur pharmaceutique. Donc j'étais tout le temps en voiture et dans ma voiture, je fumais comme un pompier en permanence. Et puis je sortais pas mal à cette époque-là. Je retrouvais des amis dans des bars. J'allais en boîte de nuit le week-end. Et à cette époque-là, c'était autorisé dans les bars et dans les boîtes de nuit de fumer. Donc j'étais souvent dans un environnement vraiment riche en cigarettes, quoi, avec à la fois des gens qui fumaient, toutes mes amies fumaient, et j'étais en boîte de nuit dans cette espèce de fumée permanente en fait. Et en plus je fumais pendant la journée. Donc j'étais une grosse fumeuse et j'avais vraiment une dépendance, j'avais une incapacité à m'arrêter. J'avais essayé avec des patchs, ça marchait pas du tout. J'avais essayé avec les Nicorette, c'était encore pire. J'ai l'impression que je remplaçais une dépendance par une autre. Et j'avais essayé aussi la stratégie de diminuer mes quantités, de fumer 3 cigarettes par jour ou 10 par jour. J'essayais de les compter, je vidais mon paquet pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de cigarettes dedans pendant la journée. Mais c'était pire, ça me donnait encore plus envie de fumer, en fait, de réduire les quantités. Donc je n'y arrivais pas, je me sentais bloquée, je savais pas trop quoi faire. Et puis un jour, j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer de Allen Carr. C'est un petit bouquin américain. Bon, c'est pas un style exceptionnel, hein, faut pas l'acheter pour découvrir une belle œuvre littéraire, hein, c'est pas du tout le cas. Mais c'est un livre qui m'a énormément aidée puisqu'il m'a aidée à déprogrammer mon cerveau et à comprendre que les moments où je fumais, que j'interprétais comme des moments de pause et de plaisir, étaient finalement des moments où je cultivais une dépendance. Et ça m'a fait comprendre aussi que je pensais que j'étais en train de me donner du plaisir alors que finalement j'étais juste en train de me prendre de la liberté. Et il y a, je me rappelle de ces images dans le livre, tout un concept autour du fait que on se prive de liberté quand on fume, puisque finalement on entretient une dépendance. Et il y a cette image qui m'a marquée, dont je me rappelle encore, de la chaussure trop petite, où Allen Carr dit c'est comme si vous mettiez des chaussures trop petites toute la journée, et puis au moment où vous fumez, c'est le moment où vous retirez vos chaussures trop petites, et alors ça vous paraît très agréable. Mais à un moment donné, pourquoi vous mettez des chaussures trop petites? Donc en quelque sorte, pourquoi vous vous créez une dépendance? Et j'ai lu ce livre en fumant. Et je vous recommande de faire ça, parce que le fait de lire en fumant fait qu'à chaque fois que je fumais, je repensais au livre. J'ai fait une sorte d'association entre les deux. Et donc j'ai lu ce livre pendant quelques semaines, tranquillement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a fait comprendre à quel point je pouvais avoir une relation avec le tabac qui était différente. Et quand j'ai fini le livre, je me rappelle très bien que j'ai éteint ma dernière cigarette et je devais avoir à ce moment-là, 25 ou 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45, donc ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer. Et j'ai arrêté de fumer à ce moment-là. J'ai pas repris après. Il y a eu des moments où j'ai été tentée, pas tant sur l'envie physique, mais sur l'envie psychologique, le fait d'associer un verre d'alcool ou un café avec la cigarette, par exemple. Ça m'a manqué pendant un temps. Mais j'avais, je pense, tellement intégré ce livre comme oui, je veux retrouver ma liberté. J'avais un pourquoi qui était fort, j'avais une motivation qui était forte.
que du coup ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que du coup tout ce qui est livre ou hypnose ou je sais que l'hypnose ça marche très très bien pour l'arrêt du tabac. Je pense que ce genre de choses aurait aussi fonctionné sur moi. J'y ai trouvé la solution par un petit bouquin qui coûte même pas 6 euros, qui se trouve en livre de poche. Et donc je remercie Alain Carr parce que grâce à lui j'ai arrêté de fumer. Mais voilà, je vous invite à voir comment vous aussi vous pouvez trouver des façons par des méthodes alternatives, en fait, vous faire aider. Moi, je me suis fait aider, c'est mon premier conseil pour vous. Je pense que le tabac, la nicotine, c'est peut-être une des dépendances avec toute forme de drogue qui est vraiment difficile à éviter, à soigner. Et finalement, ce livre, moi, m'a énormément aidé. Je pense que si j'avais pas eu une technique, une approche comme ça un peu différente, qui me sortent de juste les Nicorette ou les patchs qui fonctionnaient pas ou juste diminuer, j'y serais pas arrivée parce que j'avais beaucoup de croyances autour de la cigarette, que c'est un moment de pause, de plaisir, de détente avec les autres, et j'avais besoin vraiment de déprogrammer mon cerveau pour voir les choses autrement. Je vais vous parler du café maintenant. Le café, je buvais jusqu'à 10 cafés par jour quand j'étais jeune adulte, entre 20 et 30 ans. J'avais là aussi une belle addiction au café et pour moi le café allait avec la cigarette. C'était vraiment comme deux associés. J'envisageais pas l'un sans l'autre. Je pouvais pas boire un café sans fumer une cigarette. Et c'est pour ça aussi que les deux s'associaient énormément. Et quand j'ai commencé à arrêter de fumer des cigarettes, j'étais très embêtée parce que quand je buvais mon café, j'avais très très envie de fumer. Et du coup, c'est ce qui m'a aidée à ce moment-là à me dire bon ok, c'est le même principe que la cigarette, ça va dans le même panier, j'ai besoin de ralentir ma consommation de café parce que du coup ça me rend pas service et parce que je suis aussi addict et que ça me rappelle tout le temps la cigarette, addiction dont je veux sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à remplacer le café par d'autres boissons comme la chicorée, comme le ricoré qu'on connaît classiquement en France. Il y a aussi le Yano. Le Yano, c'est un mélange de céréales torréfiées qu'on trouve souvent en magasin bio et qui a une sorte de petit goût de café. Alors, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec un vrai café. Ça n'a encore plus rien à voir avec un bon vrai café à l'italienne, par exemple. Mais pour moi, à ce moment-là, et comme j'avais une motivation forte, finalement, j'ai réussi à, au fur et à mesure, m'habituer. Et donc, j'ai commencé par remplacer un café, deux cafés par le Yano ou par le Ricoré. Ensuite, j'ai remplacé 3-4 cafés. Les cafés que je gardais vraiment, c'était le café du matin parce que celui-là, j'arrivais pas à l'enlever. Et puis, j'avais aussi le café d'après le déjeuner où c'était vraiment les deux cafés que j'adorais et que j'arrivais pas à changer. Donc, pendant plusieurs mois, je me suis entraînée en fait à remplacer tous mes autres cafés de la journée par de la chicorée, par autre chose. Et c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte que j'étais fatiguée chroniquement, que le café planquait beaucoup ma fatigue. Et donc, ça m'a aidé à réguler aussi mon rythme. À l'époque, je dormais pas très bien, je me couchais beaucoup trop tard, j'avais un rythme de la nuit qui était pas équilibré du tout. Donc, ça m'a aidé à réguler les choses en fait et à avoir un meilleur sommeil. Et donc, comme j'avais un meilleur sommeil, comme j'étais moins fatiguée, du coup, j'avais aussi moins envie de café et ça bouclait dans le bon sens, quoi. Ça favorisait un cercle vertueux, quoi. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à diminuer mes cafés. Et puis j'ai découvert aussi à ce moment-là, au bout de 2-3 mois, quand j'étais habituée à la chicorée, au Yano, j'en avais un peu marre. Je me disais, tiens, c'est l'occasion de tester d'autres alternatives. Et j'ai commencé à boire plus de thé. Le thé, pour moi, à l'époque, c'était vraiment le thé de 4 heures à l'anglaise, avec les petits gâteaux. Je trouvais ça compliqué de boire un thé en journée. Il faut un sachet, il faut de l'eau chaude, là, là. Alors que le café, je trouvais ça plus facile dans les machines à café. Voilà, ça me paraissait plus simple. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé des façons de boire du thé en journée. J'ai bu du thé le week-end
avec plaisir et j'ai commencé à remplacer mon café du matin par du thé. Au début du thé noir parce que le thé noir continuait à me donner un petit coup de boost et à me réveiller. Et puis j'aimais bien le thé noir parce que je trouvais que ça me réveillait plus doucement qu'un café qui avait tendance à m'exciter un peu. Et puis au fur et à mesure, je suis passée à total thé dans la journée et aussi infusion que j'ai commencé à tester. J'ai commencé à tester le rooibos, j'ai commencé à tester différents mélanges de plantes et puis j'ai commencé à boire du thé vert aussi et à beaucoup apprécier. Et puis quand les années sont passées, là récemment, depuis une dizaine d'années à peu près, on parle du matcha. J'ai découvert le matcha, je trouvais ça super bon. J'ai appris à faire du matcha latte à la maison, bien mousseux et tout. J'adore ça, j'adore le goût du matcha. Donc en fait, j'ai remplacé au fur et à mesure facilement le café en trouvant des alternatives, des boissons qui me convenaient, qui étaient sympas, qui changeaient un peu et puis surtout qui me faisaient du bien. Parce que maintenant, je me rends compte que si jamais je bois un café, ça m'arrive des fois de boire une ou deux gorgées dans la tasse de mon mari qui est italien et qui fait bien le café, mais c'est très rare. Et quand je le fais, j'ai un effet immédiat de palpitation, d'excitation, je sens que le café, je l'aime toujours au goût, etc. Mais c'est le café, mon corps qui n'aime plus le café en fait. Et si jamais je bois un café, même le matin, je reste hyper réveillée, énervée, excitée toute la journée, et j'ai du mal à dormir le soir. Je suis devenue très sensible à ça, donc du coup, ça m'aide facilement à ne pas en consommer. Alors je trempe mes lèvres de temps en temps dans un café juste pour le goût, juste pour le plaisir, et ça me suffit en fait. Donc mon gros conseil par rapport au café, c'est de commencer avec des boissons alternatives, que ce soit ricoré, chicoré, yano, et puis ensuite progressivement un thé, des infusions. Il y a beaucoup d'autres boissons en fait qui peuvent vous faire du bien. Le matcha, le thé vert, le maté aussi sont des plantes qui vous aident aussi à vous réveiller, à vous donner de l'énergie. Et c'est une énergie qui est beaucoup plus douce et calme que ce que peut apporter le café. Moi, je suis contente aujourd'hui de plus boire de café. Alors après, le café en soi n'est pas mauvais à petite dose. Vous pouvez très bien boire 1 ou 2 cafés par jour et c'est plutôt favorable pour votre santé. C'est aussi favorable pour votre perte de poids. Il y a pas mal de bons facteurs à consommer du café de bonne qualité au quotidien. Moi, personnellement, je suis contente de ne plus en consommer parce que chez moi, c'était une source d'addiction et finalement, en l'ayant sorti complètement de ma vie et en ayant aujourd'hui d'autres boissons auxquelles je ne suis plus addict, et du coup, je gagne en liberté. Et puis, on va parler de la dernière grande addiction que j'ai eue dans ma vie, le sucre. Le sucre, je vous le rappelle, est quasiment comme une drogue, puisqu'on le sait aujourd'hui avec une étude qui a été faite sur les rats. On a donné à certains rats de l'eau avec de la cocaïne, à d'autres de l'eau avec du sucre. Ils ont tous été vers l'eau sucrée. Et quand on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, c'est le festival de sensations, d'émotions, de sensations intenses quand ils prennent du sucre plus qu'avec la cocaïne. Et cette étude, du coup, a permis de comprendre que le sucre créait chez nous énormément de bien-être en fait et donc qui pouvait être complètement associé à l'effet d'une drogue. Et c'est pour ça que c'est difficile de décrocher du sucre. Moi, j'ai été addict au sucre dans une période de ma vie où mes enfants étaient jeunes. Dans les années qui ont suivi, mes enfants ont 3 ans d'écart et pendant toute cette période-là, je dirais à peu près 4 ans, j'ai eu à la naissance de mon fils, puis à la naissance de ma fille et encore les 2 ans après que ma fille soit née, j'ai eu cette période où je consommais du sucre de façon excessive. Ma façon de consommer du sucre, c'était de manger des petits gâteaux, de manger du chocolat et en grande quantité. Et aussi, j'avais une autre addiction au jus de pomme. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais le jus de pomme frais à l'époque, qui sort du frigo, j'adorais le goût, ça me faisait du bien et c'est une boisson dont je ne pouvais pas me passer. Je pouvais boire jusqu'à 1,5 litre, 2 litres de jus de pomme par jour et je consommais quasiment tous les jours des petits gâteaux, du chocolat. Et le problème, c'est que comme je m'autorisais ça, je m'autorisais
faisait aussi souvent des chips, du fromage et surtout des pâtes, des pizzas. Donc j'avais ce type d'alimentation-là à l'époque, alors que pourtant je m'étais déjà lancée dans la nutrition. Je savais ce que j'avais besoin de manger. Je commençais déjà à accompagner des personnes pour manger plus sainement, mais moi j'y arrivais pas dans ma vie. J'avais du sucre à tous les étages qui m'entourait, j'arrivais pas à m'en passer et j'arrivais pas à passer une journée sans manger au moins un peu de chocolat, des petits gâteaux, du jus de pomme surtout, et très souvent des pâtes, des pizzas, du pain, voilà, tous ces aliments-là, ça faisait partie de mon alimentation refuge et je n'arrivais pas à m'en sortir. Alors la première décision que j'ai prise pour commencer à arrêter de manger du sucre, ça a été de changer ma façon de faire les courses. À un moment donné, j'ai retroussé mes manches, j'ai dit à mon mari, écoute, ça suffit, ce qu'il y a dans cette cuisine, c'est pas équilibré, donc je vais faire un grand tri. Et je me rappelle d'une journée où j'ai fait un grand tri dans cette maison, où on était à l'époque, et dans cette cuisine, où j'ai jeté des gâteaux, j'ai jeté du chocolat, j'ai jeté le Nutella, j'ai jeté le sucre blanc qu'on avait à la maison, j'ai aussi jeté des jus de pommes. Alors vous allez me dire c'est dommage, c'est du gâchis, etc. C'est vrai que j'ai jeté plusieurs choses qu'on aurait pu manger, mais pour moi à ce moment-là, j'avais besoin d'un changement radical tout de suite maintenant et de pas me dire ah je vais finir encore ce jus de pomme, ce chocolat jusqu'à ce que voilà il y en ait plus. Ça m'allait pas, j'avais besoin d'un changement radical. Donc c'est comme ça que j'ai fait et j'ai gardé quelques gâteaux qui étaient les moins malsains, on va dire les moins industriels pour mon fils qui à l'époque avait 3-4 ans et mon mari qui en consommait aussi un petit peu. Et donc j'ai fait une sorte de boîte, une boîte opaque que j'ai mis en hauteur sur une étagère dans laquelle j'ai mis les petits gâteaux. Et quand mon fils voulait un petit gâteau, j'allais chercher cette boîte. Mais sinon, cette boîte était en hauteur et donc j'avais plus ce truc du Nutella sous le nez, des pulsions que je pouvais avoir quand je rentrais dans cette cuisine. J'en étais sortie grâce à tout simplement au départ un tri que j'ai fait dans ma cuisine. Alors juste pour vous préciser sur le sucre, j'avais des pulsions alimentaires, c'est-à-dire que quand j'arrivais dans la cuisine à certains moments de la journée, je pouvais être inarrêtable sur le sucre et tout ce qui était glucides rapides, le pain, s'il y avait un reste de pâte ou de pizza, je pouvais tout mélanger. J'étais pas boulimique, mais j'avais quand même une forme de trouble de comportement alimentaire à l'époque, vraiment dirigée sur le sucre. Et puis donc j'ai commencé déjà à isoler ces aliments et là ça a été une première étape parce que je me suis rendu compte que quand je rentrais dans ma cuisine, j'avais cette envie de manger du sucre et il y en avait plus. Et c'était un sentiment très désagréable, c'était difficile. Je me disais est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que c'est pas un peu radical? Est-ce que je suis pas en train de me priver? Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question mais qu'est-ce que je ressens en fait à ce moment-là là quand j'arrive dans cette cuisine et que j'ai envie d'avaler du chocolat, que j'ai envie d'avaler du pain, que j'ai envie de foncer sur les chips, qu'est-ce qui se passe en fait? Et à force de me poser cette question et d'être un peu plus dans ce temps intérieur, je me suis rendu compte que j'étais épuisée. À l'époque, j'étais une jeune maman, je lançais mon activité de nutrition, je travaillais pas mal, j'étais très fatiguée parce que j'avais des petites nuits. Mon fils a mis beaucoup de temps à faire ses nuits, ma fille quand elle est née, c'était pareil. Je les ai allaités tous les deux et en fait j'étais crevée chroniquement et donc ce qui me tenait en quelque sorte c'était ce sucre que j'avalais dans ma cuisine et qui me donnait cette sensation d'énergie et de boost que je n'avais pas sinon en journée je manquais cruellement d'énergie parce que j'étais épuisée en fait. Donc j'ai commencé à prendre un peu plus soin de moi et quand j'ai pris conscience que j'étais épuisée, j'ai pris conscience que c'était vraiment pas manger du sucre dont j'avais besoin à ce moment-là. Si j'étais épuisée, j'avais besoin de me reposer. Et à cette époque-là, je me rappelle que je me reposais jamais parce que j'étais dans ce rythme de maman avec des jeunes enfants, avec toujours des trucs à faire, toujours la maison à ranger, le linge à nettoyer,
la maison à entretenir, les courses à faire, les repas à préparer, les bains à donner, les soins quand l'enfant est malade, etc. Et plus le travail par-dessus, et plus les petites nuits où je rejouais ça aussi la nuit, il fallait que je me lève, que j'aille voir mes enfants, les consoler, les pipis au lit, les cauchemars, et donc en fait j'étais dans ce rythme où je subissais ma vie et j'avais 0 temps pour moi de repos. Et donc ce que j'ai commencé à faire à cette époque-là, c'est me dire attends, stop, là tu es fatigué, tu es dans ta cuisine, tu as envie de manger alors que tu n'as pas faim, c'est uniquement tes émotions qui te font manger, tu te sens triste, seul, mal, stressé, parce que tu es fatigué. Donc va t'allonger 2 minutes, va te poser un peu. Et j'ai commencé à prendre cette habitude d'aller sur mon canapé et de rien faire pendant 5 minutes. Et de me reposer, ou d'attraper un bouquin, et de me dire bon c'est pas grave, le linge attendra, les enfants mangeront un quart d'heure plus tard, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est d'abord que moi je sois bien avec moi, c'est la priorité. Et dans un deuxième temps, oui, je vais m'occuper des autres, mais là, j'ai besoin de prendre mon temps pour moi. Et au fur et à mesure, ce temps pour moi a augmenté, et j'ai commencé à faire des lectures de développement personnel qui m'ont beaucoup intéressée. Je me suis aussi intéressée à la méditation. J'ai commencé à faire différentes expériences où j'ai commencé à prendre du temps pour moi. Et en fait, j'ai commencé à trouver des solutions pour être moins anxieuse, moins fatiguée, dormir en journée par exemple, avoir une maison moins bien rangée, c'est pas la fin du monde, aider les enfants à s'autonomiser. Et donc au fur et à mesure, finalement comme moi j'allais mieux, et puis que j'avais plus ce sucre partout dans ma cuisine, j'y arrivais, ça allait mieux. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à perdre du poids parce que évidemment, à cette époque-là, j'avais des kilos en trop à cause de mon alimentation, et donc j'ai commencé à perdre du poids et ça m'a motivée aussi à continuer. Et l'étape après pour moi, pour vraiment décrocher du sucre, ça a été de me faire des périodes sans sucre, puisque même si je mangeais moins de sucre, j'étais toujours attirée par le sucre quand même. Quand je passais devant une boulangerie, j'avais envie d'une pâtisserie. Quand j'étais à un anniversaire, je mangeais du gâteau et parfois j'exagérais un peu. Quand j'étais à l'extérieur au restaurant, je prenais toujours un dessert. Quand c'était l'été, je prenais toujours une glace. Donc je sentais bien que c'était pas encore réglé mon histoire, parce que à la maison ça allait, mais à l'extérieur ça avait tendance à déraper. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu comme l'alcool que je vous racontais tout à l'heure, c'est des mois sans sucre. J'ai commencé par faire des semaines, des week-ends et puis des mois. C'était une décision, je l'annonçais, voilà, pendant un mois je vais pas manger de sucre, et j'anticipais les choses. Si pendant le mois j'avais un anniversaire par exemple, je décidais à l'avance que j'allais pas manger le gâteau, et même que peut-être j'allais prévenir tout le monde que j'étais en détox de sucre et que je mangeais pas de sucre en ce moment. Je prévenais ma famille si c'était nécessaire, j'anticipais avec mon mari, avec mes enfants, par rapport aux courses pour pas avoir trop de tentations non plus. Et donc en fait ça s'est fait assez facilement au fil du temps de décrocher du sucre comme ça pendant un mois, et puis des fois j'ai étendu la période à 2 mois, et je me suis rendu compte que l'effort que ça me demandait, on va dire la première semaine, s'estompait en fait au bout de 2 semaines, 3 semaines, et finalement ça devenait assez simple de garder cette hygiène de vie-là. Et puis au fil du temps, j'ai bien sûr optimisé mes placards, mon frigo, pour avoir de moins en moins de sucre. Et pendant des années, le seul sucre qu'on avait à la maison, c'était du rapadura, donc du sucre complet qu'on n'utilisait que pour les gâteaux. Et le sucre qu'on pouvait trouver, c'était le sucre des fruits aussi, des fruits frais, et plus de jus de fruits à la maison. Donc au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement, et ça n'a jamais empêché mes enfants d'avoir aussi à la maison des bonbons ou des petits gâteaux de temps en temps, ou du Nutella même. Mais avec les années en fait, et à force de moi me désintoxiquer de tout ça, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 45 ans, mes enfants ont 9 ans et 13 ans, il y a un pot de pâte à tartiner à la maison, il y a un paquet de bonbons, mais ils sont rangés tout au fond d'un tiroir. Et j'ai éduqué mes enfants aussi à avoir de la variété, à pas manger tout le temps la même chose. Par exemple, le matin, ils vont avoir des tartines avec du beurre de cacahuète et des fruits frais. Ils aiment autant ça qu'une tartine avec du Nutella. Donc, ils sont pas
en mode «Ah, je vais sauter sur le Nutella» ou «Je vais sauter sur les bonbons». Les bonbons, très souvent, on en reçoit à Halloween. Je les stocke dans un sachet au fond d'un tiroir. Les enfants, ils vont de temps en temps. Ils aiment bien se manger une sucette, quelques bonbons. Ils sont pas privés. Il y a pas 0 bonbons à la maison, pas du tout. C'est juste que moi, je n'en achète pas. Moi, je n'en consomme pas. Moi, je n'aime plus ça. J'ai plus de dépendance aux bonbons. Donc, les choses se font naturellement. Et quand je dois leur préparer un petit déj, je vais évidemment aller vers quelque chose d'un peu plus sain avec des fruits, plutôt que de sortir systématiquement le Nutella. Mais des fois, je leur sors le Nutella quand je vais faire des crêpes ou des pancakes le week-end, par exemple. Donc, c'est cet équilibre-là que j'ai trouvé. Et aujourd'hui, je peux sans problème préparer des pancakes, des crêpes ou autres avec le Nutella que j'étale sur les pancakes pour les enfants et ne même pas lécher la cuillère. Ça me pose aucun problème en fait. Et je suis pas en train de me coacher intérieurement pour me dire «Oh, tu vas pas lécher la cuillère parce que c'est du sucre, c'est pas bien». Pas du tout. C'est juste que c'est sorti de mes habitudes. J'ai plus de plaisir à manger ça. Comme je ne mange plus du tout sucré, je trouve ça trop sucré. Le goût trop sucré m'écœure. Maintenant, ça me brûle dans la gorge. J'aime pas du tout la sensation. Et j'ai beaucoup plus de plaisir avec une alimentation plutôt salée. En fait, je vais aller spontanément vers du salé, alors qu'avant, j'étais un bec beaucoup plus sucré. Donc pour le sucre, vous l'avez compris, il y a plusieurs étapes. D'abord, la première, c'est de changer votre organisation de votre cuisine, donc de limiter le sucre dans votre cuisine, quitte à jeter ou à donner, voilà, au choix. Si vous vraiment voulez pas donner ni jeter, vous mettre une date d'échéance en vous disant ok, je finis ce paquet-là, ce truc-là, et après je n'en achète plus. Ça va beaucoup aider. Et aussi isoler le sucre qui reste. Donc si c'est des petits gâteaux pour les enfants ou autres, mettre ça dans une boîte opaque et faire en sorte que ça soit en dehors de votre vue. Ensuite, deuxième étape, une fois que ça c'est fait et que vous êtes moins confronté au sucre dans la vie quotidienne, vous demandez qu'est-ce que je ressens au moment où vous avez une pulsion de sucre, qu'est-ce qui se passe exactement en vous? Est-ce que c'est de la fatigue, la frustration, de la colère, du stress? Et essayez de mettre une autre action en face de ça pour vraiment vous sentir mieux et vraiment faire que vous vous sentiez plus équilibré et en gestion de l'émotion que vous ressentez autrement qu'en mangeant. Et puis la troisième étape, ça va être de vous faire des détox de sucre régulières, parce que plus vous allez allonger les plages de temps où vous mangez sans sucre, plus vous allez vous déshabituer du sucre. Et à un moment donné, quand vous allez manger à nouveau sucré, ça va vous écurer, ça va pas vous plaire et ce sera facile ensuite de dire non par rapport aux aliments sucrés. Pour moi aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je ne mange plus du tout sucré. Je mange même plus de fruits pour vous dire, j'en ai plus envie. J'ai beaucoup plus envie de manger des légumes, des protéines ou des fois des sources de bons gras comme l'avocat par exemple. J'ai vraiment un plaisir énorme à manger ces aliments et la raison pour laquelle j'ai réussi à développer ce plaisir-là, c'est à force d'habitude en fait. C'est le fait d'avoir une alimentation saine régulièrement, quotidiennement et ça s'est fait progressivement pour moi, à la fois en ayant les bons aliments dans le frigo et dans les placards, et à la fois en me faisant régulièrement des détox des produits qui me faisaient pas du bien. Café, alcool, cigarettes, sucre, tout ça c'est sorti de ma vie. Et comment je me sens aujourd'hui par rapport à ça? Eh bien, je me sens très bien. Très bien dans mon corps déjà. Aujourd'hui, je pèse le poids que je pesais quand j'avais 25 ans. Je n'avais pas retrouvé ce poids depuis mes 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Alors que je suis en pleine préménopause, que j'ai plein de challenges dans ma vie par ailleurs. Mon corps va super bien, est en parfaite santé. J'ai des problèmes chroniques de dos puisque j'ai une scoliose et qui s'arrange pas avec l'âge, on va dire. Et je sais que sur un plan osseux, j'ai des challenges, mais comme j'ai un poids de forme, que je fais des exercices souvent aussi qui me font du bien et que en plus j'ai une alimentation saine, je sais que je mets toutes les chances de mon côté pour vieillir dans de bonnes conditions. Et c'est ça mon message aussi, c'est de vous dire que c'est possible à 40, 50, 60 de retrouver de l'énergie, de retrouver un corps qui nous plaît. C'est possible de comprendre notre fonctionnement intérieur. C'est possible aussi de gérer nos émotions. Et après 40 ans, un sujet dont j'ai pas parlé, mais qui est très important, c'est aussi possible de connaître ses hormones et d'apprendre à les réguler pour limiter les symptômes de la préménopause, de la ménopause et aussi pour juste mieux comprendre notre fonctionnement en tant que femme puisqu'on est gouverné par les hormones et arriver à bien
gérer cette page de vie. Moi, je me sens en bien meilleure santé à 45 ans qu'à 35 ans. Donc, c'est pas une fatalité de vieillir et d'avoir une santé qui se dégrade. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Ça demande juste à avoir la bonne technique et la bonne approche. Et pour ça, justement, j'ai un programme qui s'appelle Nouvelle Femme, qui est réservé aux femmes de plus de 40 ans. Un programme holistique qui va vous permettre de retrouver votre énergie, perdre du poids, réguler vos hormones et retrouver votre joie de vivre. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous ai donné beaucoup de conseils sur les différents types d'addictions classiques qu'on peut avoir. Peut-être que vous avez envie de mettre tout ça en place. Eh bien, c'est possible avec la fiche pratique que je vous ai préparée sur cette vidéo. Dans cette fiche pratique, vous retrouverez tous les conseils que je vous ai donnés sur ces différents types d'addictions et vous pourrez aussi avoir quelques questions de mini-coaching pour vous aider à mettre ça en place rapidement et facilement. Pour télécharger cette fiche pratique, c'est très simple. Vous la retrouvez dans mon coffre-fort. Le lien s'affiche à l'heure actuelle et vous le retrouvez aussi en barre d'infos sous la vidéo. Et dans ce coffre-fort, vous retrouverez toutes mes fiches pratiques de toutes mes vidéos précédentes. Donc, vous pourrez aussi les télécharger et avoir plein de conseils gratuits et passer à l'action. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, ça m'aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Ça me soutient, ça me donne du baume au cœur et ça m'aide à continuer à faire des vidéos depuis bientôt 10 ans pour vous sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo nutrition, bien-être, développement personnel et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.